Si vous aimez cultiver des plantes, mais que vous avez l'impression que votre sol travaille toujours contre vous, ceci est pour vous. Peut-être cultivez-vous dans une petite arrière-cour, un potager, des bacs surélevés, des contenants sur la terrasse, ou même un mélange de plantes d'intérieur et de cultures extérieures. Peut-être êtes-vous le genre de jardinier qui lit les étiquettes, achète des engrais, arrose fidèlement et finit pourtant par contempler une croissance faible, des feuilles fatiguées et un sol qui ressemble plus à de la poussière qu'à la vie. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Laissez-moi vous demander quelque chose. Lorsque vous enfoncez vos mains dans la terre de votre jardin, que ressentez-vous? Est-elle souple, riche et vivante? Ou est-elle sèche, compacte et tenace? Avez-vous déjà dépensé de l'argent dans sac après sac de nourriture pour plantes, espérant que cette saison serait enfin différente, pour n'obtenir que les mêmes résultats décevants? Après de nombreuses années à travailler avec les jardins, le sol des fermes, le compost, le paillis et la fertilité naturelle, je peux vous dire ceci avec confiance. La plupart des sols en difficulté ne sont pas simplement affamés. Ils sont sans vie. Et cela change tout. Parce qu'une fois que vous comprenez ce que demande réellement un sol vivant, vous arrêtez de chercher des solutions rapides et commencez à reconstruire le système qui permet aux plantes de prospérer par elles-mêmes. Aujourd'hui, je vais vous montrer une formule simple et peu coûteuse, faite d'ingrédients de tous les jours, qui peut agir comme un signal biologique dans le sol. Dans les bonnes conditions, elle peut aider à attirer rapidement les vers de terre dans votre jardin et commencer à réveiller le sol par le bas. Alors si vous êtes prêt à dépenser moins, à cultiver plus intelligemment et à laisser la nature faire une plus grande partie du travail difficile, restez avec moi. Pour comprendre pourquoi si peu de jardiniers ont entendu parler de cette méthode, nous devons remonter à une année charnière. Dans l'histoire du sol, cette année marque un tournant majeur. C'était une époque où les gens travaillaient encore avec une terre vivante, mais le monde commençait à s'orienter vers l'agriculture chimique. Dans la vallée de Paraíba, au Brésil, un agronome nommé Hélio Bras a été témoin de quelque chose de remarquable. Il a vu des agriculteurs locaux appliquer un mélange fermenté sucré à des planches de culture sélectionnées. Et en quelques heures, ces planches étaient envahies de vers de terre attirés par le sol environnant. À peu près à la même époque en Amérique du Nord, des communautés autonomes utilisaient leurs propres méthodes biologiques, liées plus tard à des noms comme les secrets d'Héliodore et la méthode du fil Amish. Différents lieux, même principe. Lorsque vous nourrissez la vie du sol, le sol nourrit la culture. Alors, pourquoi une connaissance aussi bon marché et efficace a-t-elle été enterrée? Pourquoi tant de cultivateurs l'ont-ils oubliée? La réponse se trouve dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Avant la guerre, les engrais chimiques étaient rares et coûteux. Pendant la guerre, des usines géantes ont été construites pour produire du nitrate d'ammonium destiné aux explosifs. Lorsque la guerre a pris fin, la demande de munitions s'est effondrée, mais les usines sont restées. Les entreprises chimiques avaient besoin d'un nouveau marché. Donc, ces matériaux ont été reconditionnés sous forme d'engrais azotés bon marché pour les agriculteurs. Dans le même temps, des produits comme le DDT, autrefois utilisés dans des contextes militaires, ont été promus comme des solutions miracles pour l'agriculture. L'industrie comprenait une vérité dont elle ne pouvait pas tirer profit. Un sol vivant ne crée pas de clients fidèles. Si votre terre est pleine de vers et capable de se régénérer, vous avez besoin de beaucoup moins d'intrants extérieurs. Ainsi, les anciennes méthodes biologiques, façonnées sur des générations, ont été écartées car considérées comme rétrogrades au profit de solutions chimiques rapides qui affaiblissent lentement la terre. C'est le secret enterré sous. Nous n'avons pas abandonné ces méthodes parce qu'elles ont échoué.
Nous les avons abandonnés parce que la commodité était plus facile à vendre que la fertilité autosuffisante. Et une fois que vous avez compris cela, la question suivante devient évidente. Pourquoi les vers de terre sont-ils si importants pour que leur retour puisse changer votre jardin en partant de la base? Avant de révéler la formule, nous devons répondre à une question fondamentale. Pourquoi un jardinier voudrait-il plus de vers de terre? La plupart des gens voient les vers comme de petites créatures que les oiseaux mangent ou comme des appâts pour la pêche. Mais quiconque a passé du temps à construire un sol sain sait qu'ils sont bien plus que cela. Les vers de terre font partie de la structure cachée d'un jardin productif. Un sol sans vers est généralement un sol en déclin. Il peut encore faire pousser quelque chose pendant un certain temps, mais en dessous, il est souvent compacté, manque de circulation d'air et est faible en vie biologique. Les vers agissent comme les minuscules charrues de la nature. En se déplaçant dans le sol, ils créent des canaux qui transportent l'oxygène et l'eau vers la zone des racines. Sans ces canaux, le sol durcit, les racines pélopentèent et les plantes cessent de prospérer. Mais leur plus grand cadeau est ce qui se passe après qu'ils se sont nourris. Lorsque les vers consomment de la matière organique en décomposition, ils la décomposent et la restituent au sol, sous forme de turricule, une forme riche d'humus. Ces déjections retiennent les nutriments sous des formes que les racines et les microbes peuvent utiliser plus facilement. Cela signifie un meilleur cycle des nutriments, une meilleure structure et une fertilité plus stable. C'est pourquoi les cultivateurs expérimentés sont attentifs lorsque le nombre de vers augmente. C'est le signe que le réseau trophique du sol se réveille. Un jardin avec une population saine de vers peut produire une croissance plus forte et de meilleures récoltes avec beaucoup moins de dépendance aux engrais chimiques, car le sol lui-même fait une plus grande partie du travail de nutrition. Les avantages ne sont pas seulement visibles dans la vigueur des plantes, ils apparaissent également dans la saveur. Les fruits et légumes cultivés dans un sol vivant et riche envoient souvent une meilleure texture, une meilleure conservation et un goût plus profond. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les tomates d'un vieux jardin familial avaient un goût plus riche, une partie de la réponse se trouvait sous vos pieds. Ainsi, quand je dis qu'un sol sans vers est un sol mort, je ne le dis pas de manière dramatique. Je veux dire que les vers sont l'un des signes les plus clairs que votre jardin est vivant et qu'il construit sa fertilité de l'intérieur. Et une fois que vous comprenez leur rôle, l'étape suivante devient simple. Comment les faire revenir? Alors, comment ramener concrètement ces créatures remarquables dans notre jardin? Nous y parvenons en utilisant ce que j'appelle le protocole de. Et soyons clairs dès le départ. Il ne s'agit ni de magie, ni de folklore. C'est une biochimie simple et élégante qui fonctionne exactement comme la nature l'a prévu. Les vers de terre réagissent aux signaux chimiques du sol qui les entoure. Dans la nature, ils ne vagabondent pas au hasard à la recherche de nourriture. Ils localisent les zones prometteuses en détectant les composés libérés lorsque la matière organique commence à se décomposer. C'est la clé de toute cette méthode. Lorsque nous versons ce mélange peu coûteux dans le sol, nous créons une balise biologique, un signal qui imite l'odeur riche d'une décomposition active et d'une abondance microbienne. Le véritable secret n'est pas le sucre en soi. Le secret, c'est la rapidité. Lorsque nous combinons la mélasse, qui apporte des glucides complexes et des oligoéléments, avec de la levure sèche, qui agit comme un catalyseur vivant, nous déclenchons un processus de fermentation rapide. À mesure que cette réaction s'enclenche, elle produit de la chaleur, de l'alcool et, plus important encore, un panache de dioxyde de carbone ou O2 qui remonte à travers le sol, et la vie souterraine est attentive à ce signal. Les vers sont très sensibles aux changements de leur environnement, surtout lorsque ces changements suggèrent de la nourriture,
de l'humidité et une activité biologique. À mesure que le CO2 se diffuse depuis la zone traitée, il agit comme une cloche d'appel à table sous la surface. Pour un ver, ce panache signifie une seule chose. Il se passe quelque chose de riche ici. Ce qui se passe ensuite est ce qui rend le système si efficace. D'abord, les sucres nourrissent les bactéries. Les bactéries se multiplient rapidement, enrobant les particules organiques du sol d'une matière ramollie. Ensuite, les vers arrivent, attirés à la fois par le signal gazeux et par l'explosion de vie microbienne. Nous ne les forçons pas à venir dans la plate-bande. Nous leur offrons exactement les conditions qu'ils sont programmés pour rechercher. Et c'est là toute la beauté de cette méthode pour attirer les plus grands bâtisseurs du sol. Vous commencez par nourrir les plus petits. Nous arrivons maintenant à la partie que tout le monde attendait, la formule elle-même. Il s'agit du même type de mélange que les jardiniers utilisaient autrefois pour réveiller les sols fatigués avec des ingrédients si simples que la plupart des gens en possèdent déjà une version chez eux. Et le plus beau, c'est ce qu'il ne coûte presque rien d'en fabriquer suffisamment pour une section importante du jardin. Commencez par un seau de 5 gallons d'eau propre. Si vous utilisez l'eau du robinet de la ville, laissez-la reposer à l'air libre toute la nuit avant d'y mélanger quoi que ce soit. Cette petite étape est importante car le chlore peut nuire à l'activité microbienne, même que nous essayons de favoriser. Une fois que l'eau est prête, assurez-vous qu'elle est tiède, idéalement entre 30 et 35 degrés Celsius. Trop chaude, vous endommagez les organismes vivants. Trop froide, la réaction reste lente. Ensuite, ajoutez une cuillère à café de mélasse de canne noire non soufrée pour chaque litre d'eau. Je préfère la mélasse au sucre ordinaire, car elle fait plus que nourrir la fermentation. Elle apporte également des minéraux au mélange, des éléments comme le fer, le potassium et le soufre qui soutiennent l'activité enzymatique microbienne et aident à maintenir la réaction un peu plus longtemps. Ajoutez ensuite une cuillère à café de levure boulangère sèche ainsi qu'une demi-tasse de sucre roux dans le seau. Le sucre donne aux microbes un regain d'énergie rapide et la levure aide à stimuler la fermentation. Ensemble, ils réveillent le mélange rapidement. Si vous voulez renforcer un peu plus le signal, vous pouvez ajouter une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme ou un filet de cachaça. Certains jardiniers y mélangent également du marc de café usagé, surtout lorsqu'ils souhaitent un signal organique plus large dans le sol. L'azote et la légère acidité peuvent rendre le breuvage encore plus attrayant biologiquement. Mélangez le tout soigneusement jusqu'à dissolution complète. Laissez ensuite reposer le seau dans un endroit chaud et ombragé pendant 1 à 2 heures. Bientôt, vous remarquerez une profonde odeur de terre et une légère mousse se formant à la surface. Cette mousse est le signe que votre mélange est actif, vivant et prêt à être versé dans le jardin. Maintenant que le mélange est vivant et actif, l'application devient primordiale. C'est l'étape où de nombreux jardiniers s'impatientent et perdent la moitié des bénéfices. Ne versez jamais ce breuvage sur le sol sous la chaleur étouffante de la mi-journée. Le soleil fort et l'excès de chaleur peuvent endommager la délicate activité microbienne que nous venons de nous efforcer de créer. Attendez plutôt les heures plus douces de la journée, la fin d'après-midi, le début de soirée ou l'aube, lorsque le sol est plus frais et que la biologie a une réelle chance de s'installer et de se propager. Prenez votre mélange bouillonnant et versez-le directement sur le sol autour de la zone racinaire de vos plantes. Ce détail compte. Nous ne nourrissons pas les feuilles ici et nous ne pulvérisons pas pour un effet de surface. Nous voulons que ce liquide descende dans la terre, là où les microbes, les sucres et les signaux de fermentation peuvent voyager à travers le profil du sol et commencer à rappeler la vie d'en bas. Et une fois que vous l'avez appliqué, c'est là que la patience prend le relais. Au cours des premières heures, la surface peut sembler inchangée. Ne vous laissez pas tromper. Les vers de terre font leur meilleur travail dans l'obscurité, sous la lumière, sous la surface, là où le sol conserve encore l'humidité et le calme.
À la tombée de la nuit, le signal commence à se déplacer à travers les sentiers souterrains. Si vous sortez quelques heures après la tombée de la nuit et que vous éclairez doucement le sol avec une lampe de poche, vous remarquerez peut-être les premiers signes. De petits mouvements, de légères ondulations, des changements subtils dans le sol. Ce n'est pas votre imagination, c'est la main-d'œuvre vivante qui arrive. Le lendemain matin, si vous vérifiez attentivement, vous constaterez souvent une activité de vers bien plus importante que la veille. Dans un sol gravement endommagé, cela peut prendre près de 48 heures. Mais dans un massif de jardin ordinaire, 24 heures suffisent souvent pour voir la différence. Imaginez ce que cela signifie réellement. Toute une équipe souterraine qui emménage, prête à ameublir, nourrir et reconstruire votre sol 24 heures sur 24, sans salaire et sans plainte. Mais c'est ici que les bonnes intentions peuvent encore mal tourner. Le mélange peut attirer les vers, mais l'attraction seule ne suffit pas. Si vous voulez qu'ils restent, votre jardin doit devenir un endroit où ils peuvent réellement vivre. Le breuvage est l'invitation. L'habitat est ce qui transforme une visite en un établissement permanent. Une fois que les vers arrivent, votre tâche est de protéger les conditions dont ils ont le plus besoin. Les vers de terre partent rapidement lorsque le sol devient trop chaud, trop sec ou trop toxique. Si la terre est nue, exposée et traitée avec des produits chimiques agressifs, ils disparaîtront aussi vite qu'ils sont venus. C'est pourquoi l'étape suivante n'est pas facultative. Vous devez couvrir le sol. Appliquer une couche généreuse de paillis organiques, de feuilles mortes, de paille, d'écorce ou de copeaux de bois. Ce paillis agit comme une couverture protectrice sur le massif du jardin. Il protège la surface de la chaleur, ralentit l'évaporation, maintient l'humidité là où elle doit être et offre aux vers un environnement plus sûr et plus frais pour se déplacer. Avec le mélange de mélasse qui les attire et le paillis créant un foyer stable, la population peut commencer à s'auto-entretenir au lieu de dépendre de sauvetages répétés. Et une fois que les vers s'installent dans un massif sain, ils ne se contentent pas d'y rester. Ils se multiplient, ils se nourrissent, s'accouplent, se reproduisent et élargissent la structure vivante du sol, semaine après semaine. Une petite population et de départ peut croître étonnamment vite lorsque l'humidité, la nourriture et l'abri travaillent tous ensemble. Il y a une règle de plus que je veux que vous preniez au sérieux. Arrêtez le labourage profond. Lorsque les vers s'établissent, ils passent des jours et des semaines à construire des galeries à travers le sol, qui transportent l'air, l'eau et la vie vers le bas. Un passage agressif avec un motoculteur ou une houe peut détruire en quelques secondes ce qu'ils ont mis si longtemps à construire. Si vous avez besoin d'ameublir le massif, utilisez une fourche bêche et soulevez doucement sans retourner tout le profil du sol. Laissez les vers faire le labour pour vous. C'est pour cela qu'ils ont été conçus, et ils le font mieux que n'importe quelle machine ne le fera jamais. Maintenant, avant de passer à la leçon plus profonde qui sous-tend tout cela, il y a un avertissement important que je tiens à vous donner en tant que personne qui se soucie non seulement de la culture des plantes, mais aussi de la protection de l'équilibre vivant du sol. Bien que l'année 1939 nous renvoie à une sagesse agricole oubliée, elle nous rappelle également que tous les visiteurs souterrains ne sont pas des amis. Car, vers cette même époque à Baltimore, dans le Maryland, des scientifiques ont identifié un type de ver très différent. Un ver qui ne construit pas le sol, mais qui le détruit. Cet envahisseur est ce que de nombreux jardiniers connaissent aujourd'hui sous le nom de ver sauteur, du genre Amintas. Et cela est important, car lorsque vous utilisez un attractif biologique puissant comme ce breuvage à la mélasse, vous ne faites pas qu'appeler la vie. Vous influencez le mouvement des organismes du sol. Cela signifie que vous devez être attentif.
Tous les vers ne jouent pas le même rôle et ils n'ont pas tous leur place dans la même discussion. Les alliés que nous voulons sont les vers bénéfiques, ceux qui aident à transformer le compost en fertilité et la matière organique en structure. Des espèces comme le ver de fumier ou le lombric terrestre, qui creusent profondément, sont des partenaires précieux dans tout jardin sain. Ils travaillent avec la terre, entraînant les nutriments vers le bas, améliorant la texture et aidant à créer ce sol noir et grumeleux que tout cultivateur sérieux souhaite voir. Les vers sauteurs sont différents. Ce sont des consommateurs de surface agressifs. Et dans de nombreux endroits, ils sont devenus un véritable problème écologique. Au lieu de construire lentement le sol, ils peuvent dépouiller la couche supérieure de matière organique bien trop rapidement, consommant la litière de feuilles qui protège l'humidité, nourrit les microbes et isole la surface. Ce qu'ils laissent derrière eux ressemble souvent à du marc de café en vrac, sec, instable, et beaucoup moins capable de retenir l'eau. Une fois que cette couche protectrice a disparu, l'érosion devient plus facile et tout le système du sol devient plus fragile. Alors, comment les différencier? Le premier indice est le comportement. Si vous découvrez un ver et qu'il se débat soudainement, se retourne et s'agite sauvagement comme un petit serpent, c'est un signe d'avertissement majeur. Les vers bénéfiques sont généralement plus calmes et plus réguliers dans leurs mouvements. Les vers sauteurs sont également connus pour leur clitellum blanc laiteux et pâle qui entoure le corps de manière lisse. Alors que de nombreux vers bénéfiques possèdent une bande plus sombre et plus saillante. Si vous trouvez des vers sauteurs dans votre jardin, ne les déplacez pas vers les tas de compost. Ne partagez pas la terre et ne les propagez pas dans d'autres plates-bandes. Retirez-les soigneusement et empêchez-les de se propager davantage. Nous essayons de réinviter les bâtisseurs dans la terre, pas les destructeurs. Car, dès l'instant où vous commencez à observer la vie de votre sol d'aussi près, vous cessez d'être simplement quelqu'un qui fait pousser des plantes. Vous devenez un intendant du sol lui-même. Et cela nous amène à la signification profonde de toute cette méthode. Car ce mélange de mélasse à $2 n'est pas seulement une astuce de jardinage ingénieuse. C'est un rappel de quelque chose de plus grand, quelque chose que de nombreux cultivateurs modernes ont été encouragés à oublier. Un sol sain ne se construit pas par la dépendance. Il se construit par la compréhension. Regardez le modèle d'agriculture dont la plupart des gens ont hérité. D'abord, le sol est dépouillé, surmené et exposé. Ensuite, on nous dit que la solution est d'acheter autre chose. De l'engrais pour remplacer la fertilité perdue. Des pesticides pour combattre le déséquilibre. Des fongicides pour répondre aux maladies et toujours plus de produits chaque saison pour maintenir debout un système affaibli. Cela devient un cycle d'intrants constants, de dépenses constantes et d'interventions constantes. Et la tragédie est que beaucoup de cultivateurs commencent à croire que c'est normal. Mais la méthode ancienne, la méthode ancestrale, reposait sur une idée très différente. Elle reposait sur l'observation de la terre, la compréhension de la décomposition, le respect de la vie microbienne, la protection de l'humidité, et le travail avec les processus naturels plutôt que contre eux. Ce genre de sagesse ne se trouve pas dans un sac brillant. Elle ne dépend pas d'une marque. Et une fois que vous l'avez apprise, personne ne peut vous l'enlever. C'est pourquoi quelque chose d'aussi simple que le sucre, la levure et la mélasse a de l'importance. Ce sont des ingrédients humbles, mais ils représentent un puissant changement de mentalité. Au lieu d'essayer de soumettre le sol par la force avec des intrants agressifs, vous commencez à collaborer avec une biologie qui sait déjà comment construire la fertilité. Vous cessez de traiter la terre comme un récipient vide et commencez à la traiter comme un système vivant qui réagit lorsqu'on lui donne les bons signaux. Et quand le sol prend vraiment vie, les bénéfices vont bien au-delà d'une bonne récolte. Un sol vivant retient mieux l'humidité pendant la sécheresse, se draine plus harmonieusement lors de fortes pluies, protège les plantes contre le stress
et soutient une nutrition plus forte et plus complète depuis le sol. À ce stade, vous ne cultivez plus seulement des légumes ou des fleurs. Vous reconstruisez la résilience. Vous créez une structure d'humus et une abondance qui peuvent durer plus d'une saison et servir la terre pour les années à venir. Alors, voici la vérité qui, je l'espère, restera avec vous après la fin de cette vidéo. Il y a tout un univers caché dans une seule poignée de terre. Pendant trop longtemps, on a appris à beaucoup de gens à voir ce sol comme quelque chose sans vie qui devait être poussé, corrigé et contrôlé avec des produits chimiques. Mais la vraie fertilité ne commence pas dans une usine. Elle commence sous terre dans la relation vivante entre les microbes, la matière organique, l'humidité, les racines et les créatures qui transforment la mort en vie. Et aujourd'hui, vous avez un moyen simple de commencer à réveiller ce monde. Avec seulement quelques ingrédients peu coûteux et un peu de patience, vous pouvez rappeler les grands bâtisseurs du sol dans votre jardin. Vous pouvez transformer une terre fatiguée en un lieu de mouvement, de structure et de renouveau. Vous pouvez commencer à transformer votre espace de culture en un lieu de beauté, de nourriture et d'abondance vivante à partir du sol. La terre écoute toujours. Elle répond toujours au respect. Elle répond toujours quand nous travaillons avec elle plutôt que contre elle. Alors la question est simple. Allez-vous essayer par vous-même? Allez-vous préparer le mélange, nourrir le sol et voir ce qui répond d'en bas? Si ce voyage dans la vie cachée du sol a changé votre regard sur votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous nous consacrons à la découverte de la sagesse ancestrale de la culture que l'industrie moderne a tenté d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir plus résilient. Le prochain secret de la terre sera révélé très bientôt. Gardez les mains dans la terre et continuez à apprendre de la terre. Bon jardinage.